bonjour à tous, je suis Maxime Rabillet de Supply Chain Magazine, mais je vais bientôt et rapidement disparaître du cadre pour laisser la place à ce beau parterre de compétences et d'expériences réunies pour cette intervention dont je ne vais pas livrer les clés, je vais me borner à en lire le titre. Les clés pour réussir, les clés qui reviennent, les clés pour réussir des projets de transformation logistique complexes. Une intervention montée par le cabinet Diagma avec deux de ses clients, Courir et Disneyland Paris. Donc je vous cite donc Léandre Boulez qui est associé chez Diagma, Éric Lecouturier qui est directeur supply chain de Disneyland Paris et Yves-Simon de Kerunic qui est directeur informatique et supply chain de Courir. On part pour 45 minutes et Cathy Polge, que l'on connaît bien chez Supply Chain Magazine et de Diagma, et qui va mener ces échanges avec, et c'est toujours un enjeu, n'hésitez pas à noter vos petits points d'interrogation dans la marge pour pouvoir poser vos questions à l'issue de cette présentation. Je vous laisse échanger. Merci bien Maxime, je suis ravie de prendre le relais. Donc, comme vous l'avez compris, nous allons parler de projets de transformation d'entrepôts qui ne sont jamais des projets simples parce que ça met en branle beaucoup d'organisations, beaucoup des entrepôts eux-mêmes, les sites, des matériaux, des gens. Et donc, c'est pas forcément évident. Donc, à travers ces deux exemples de chez Disneyland Paris et de Courir que nous avons accompagnés, nous allons pouvoir évoquer un peu toute cette complexité et surtout comment on peut la maîtriser. Donc, avec moi sur ce plateau, je vais demander à Yves-Simon de Kergunic de bien vouloir se présenter brièvement. Oui, bonjour à tous. Donc, Yves-Simon de Kergunic, je suis en charge de la supply chain et de l'informatique au sein du groupe Courir. J'ai un parcours auprès de différents retailers dans des fonctions identiques et j'avais rejoint le groupe GoSport, mais on reviendra dessus dans quelques slides pour très rapidement donc évoluer sur Courir et participer à toute la transformation du groupe. Merci. Éric, même punition? Alors, même punition. Bonjour à toutes et tous. Éric Lecouturier, j'ai rejoint Disneyland Paris il y a maintenant 10 ans. J'ai fêté mes 10 ans il y a quelques jours. Moi, je suis un parcours classique de logisticien chez un prestataire logistique, puis de logisticien en logistique interne chez des grossistes en produits informatiques, puis de transporteur, j'ai passé la porte de quai, j'ai travaillé chez FedEx Grand, donc un parcours assez diversifié qui m'a amené finalement à rejoindre l'entreprise pour prendre en charge la partie supply chain qui recouvre chez nous un certain nombre de choses. Nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure, c'est large. Merci. Et Léandre parcours. Et bonjour à tous et à toutes, Léandre Boulez, donc je suis associé de Diagma depuis 11 ans maintenant, après une vingtaine d'années en opération dans l'industrie agroalimentaire et dans la grande distribution alimentaire à l'échelle internationale. Voilà, donc vous connaissez presque tout le monde. Moi, Cathy Polge, directrice marketing et communication de Diagma. Et j'ai le plaisir donc d'animer cette conférence. Donc nous allons commencer tout simplement par présenter chacune des sociétés. On garde le même ordre. Si vous voulez bien nous dire deux petits mots sur Courir, nous présenter la société. Là, on arrive effectivement dans les sociétés. Et donc Courir. Qu'est-ce que vend Courir? Et surtout, depuis quand le groupe s'est constitué? Pour présenter Courir, quelques dates clés. Donc Courir a été créé en 1980, donc elle a 44 ans. Et une première étape, ça a été en 2000, Courir rejoint le groupe GoSport. Donc là, on est vraiment dans l'univers du sport. Et en 2007, il y a un bascule qui se produit. Donc on dit positionnement lifestyle. Alors là, on n'a plus rien. Si, c'est revenu. Positionnement lifestyle, donc ça veut dire qu'on passe de l'univers du sport à l'univers de la mode. Donc concrètement, ça veut dire qu'on se positionnait ou on anticipait la déferlante de la vague des sneakers que nous connaissons tous sur les marchés. 2014, donc deuxième grande étape, donc on passe donc en 2007 vers l'univers de la mode et en 2014 positionnement femme, dans le sens où beaucoup de nos concurrents étaient plutôt centrés sur un univers masculin, urbain, et alors que nous avons souhaité effectivement renforcer toute cette composante femme. Et deuxième sujet. Merci d'avoir pensé à nous.
Absolument, absolument. Et le deuxième sujet, c'était le lancement du site e-commerce. Donc, dès 2014, effectivement, Courir s'est positionné sur ce marché. En 2017, concept wood. Donc là, on est sur du concept magasin avec des couleurs, avec un univers bois qui vient renforcer effectivement ce positionnement femme. Donc, on est dans son univers. Et 2018, c'est le début de l'expansion internationale. Donc, jusqu'à présent, dans l'univers GoSport, on était très français. 2018, donc on ouvre l'Espagne. Et accélération digitale, ce que l'on veut dire par là, c'est qu'on a changé de plateforme e-commerce pour se doter d'un outil qui nous permet d'ouvrir rapidement et efficacement des pays et nous ouvrir ces portes d'expansion internationale. 2019, alors c'est une autre étape où on change d'actionnaire. Là, ce n'est pas une question de marché, c'est on change d'actionnaire. Donc, historiquement, depuis 2000, GoSport. Et en 2019, rachat par le fonds d'investissement Equistone. 2021, donc le développement international se poursuit. Il y a quelques étapes que l'on va rappeler avant. C'est-à-dire après avoir ouvert l'Espagne, on a ouvert le Luxembourg, on a ouvert la Belgique, on a ouvert le Portugal. Et donc 2021, acquisition de Naked Copenhagen qui nous permet de mettre un pied sur les pays nordiques. Voilà. Et 2022, on en termine par l'arrivée aux Pays-Bas. Donc après ce rapide historique, si on prend Courir en termes de grandes idées, donc Courir est leader sur le marché de la sneaker en France, numéro 1. Ça représente 325 magasins en Europe, dont 263 en France. Donc on voit qu'on est encore ancré en France, mais on s'internationalise. 2700 collaborateurs, pratiquement 2 millions de followers, ça veut dire qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. Et puis, on réalisait un chiffre d'affaires donc de 700 millions en 2023 et on devrait faire approximativement pas très loin de 800 millions cette année. Donc, toujours sur une dynamique de croissance très forte et des liens avec les plus grandes marques. Donc, les idées fortes autour de ça, c'est Courir, donc numéro 1 donc, de la sneaker en France, avec un positionnement unique, tourné vers la femme et vers la mode. Et puis, des axes stratégiques, c'est le développement européen et le développement omnicanal. Donc merci beaucoup. Voilà pour un premier univers. On a bien compris, on est dans la mode, on s'occupe des pieds, plus précisément des jolis petits pieds féminins, et une société en croissance et qui s'est développée sur l'Europe. Donc ça, c'était pour un premier univers. On va changer complètement. Et maintenant, on va aller dans l'univers magique de Disneyland Paris. Chez Mickey. Alors, je vais commencer par un peu de généalogie. Alors, pas sur l'ensemble de l'entreprise, puisqu'elle est complexe, elle est large, elle est mondiale. Là, je vais vraiment zoomer sur Disneyland Paris et son activité Parks and Resorts. Nous sommes en présence d'une structure ou d'une aventure qui a commencé en 1987, puisque l'acte fondateur, c'était une convention signée entre le président du groupe et puis le pouvoir politique français. Pour développer, participer, contribuer au développement de l'Est de l'Île-de-France. 1992, l'ouverture du premier parc, et puis après quelques jalons qui sont importants pour nous, mais il y en a moult. 1995, Space Mountain, 94, l'ouverture de la gare TGV, ça peut paraître anecdotique, mais pour nous c'était une connexion avec l'Europe. Notre marché est un marché mondial, européen, autant que français, et cette connexion était très importante. 2014, l'ouverture du second parc, qui était également un grand moment et faisait partie du plan de développement. 2014, Ratatouille. 2017, nous fêtions déjà nos 25 ans. Il n'y a pas très longtemps, on fêtait nos 30 ans. Le temps passe très vite. 2022, c'est le premier jalon d'un nouveau programme d'investissement, un programme de 2 milliards d'euros qui est pluriannuel et qui vise à doubler à peu près la superficie du second parc. Voilà, donc c'est la première brique de ce développement. Il y en a un certain nombre derrière. Un land dédié à Frozen, puis des annonces qui ont été faites assez récemment liées au Roi Lion, etc., etc. Donc c'est une aventure qui se poursuit dans le temps et qui suppose des flux forcément, ou qui induit des flux. C'est la première destination touristique en Europe aujourd'hui, Disneyland Paris. Depuis 1992, nous avons accueilli 375 millions de visites. J'ai parlé TGV, c'est le premier hub TGV de France en connexion avec les différentes capitales et les différentes villes de France. 2 parcs à thème, 7 hôtels, des centres de convention, le Disney Village.
plus de 18 000 collaborateurs. C'est également, sauf faire de ma part, le premier site d'Europe en nombre d'employés monosite. Hein, il y a des entreprises qui ont plus de collaborateurs, mais répartis sur différents sites. 124 nationalités, 500 métiers, plus de 50 attractions, 70 points de restauration, plus de 60 boutiques, 2000 hectares. Hein, on parle le site fait 20 km², hein, c'est à peu près ça. Voilà, et je pourrais en citer d'autres, mais l'idée, au travers de ça, en fait, c'est de, et vous allez voir que dès qu'on aborde les sujets supply chain, ça a son importance. En fait, le challenge quotidien, il est d'approvisionner une ville de 50 à 60 000 personnes, d'accord, qui ne s'arrête jamais. 365 jours par an, nous avons, entre les collaborateurs, les visiteurs, les sous-traitants, une ville de 50 à 60 000 personnes à approvisionner en tout. En absolument tout. Donc une sacrée logistique, voire une logistique plurielle. Donc des supply chains, du coup, et pas une supply chain, puisque nous allons devoir approvisionner aussi bien des costumes pour les personnes qui travaillent sur l'entertainment, que des costumes pour les personnes qui sont en opération et qui travaillent de manière témée, en attraction, en restaurant, en hôtel, etc. Des produits de merchandising pour nos boutiques, des produits alimentaires en température ambiante, en froid positif, en froid négatif pour nos différents points de restauration. Bien entendu, des pièces détachées d'attractions, hein, 50 attractions, un peu plus de 50 attractions, ça veut dire des pièces détachées simples, ça peut être du boulon, mais ça peut être des pièces extrêmement complexes, pesant plusieurs tonnes, avec de la maintenance derrière, même en stockage, pour maintenir la capacité à maintenir. Des décors, nous sortons de la saison Halloween, les décors, il faut les approvisionner, il faut les restocker. C'est aussi du transport exceptionnel, c'est aussi du grutage. Hein, donc ce n'est pas que du colis ou que du cintre. Et puis des fournitures ou des consommables, des fournitures générales. Hein, dans les fournitures générales, on peut trouver tout le reste, tout ce qui n'est pas marchand et dont nous avons besoin pour faire fonctionner une ville. Ça peut être les galets d'une piscine, ça peut être le bois d'une cheminée, ça peut être des tubes néons, du papier toilette, du ciment, etc., etc., etc. C'est une ville. Voilà. Donc déjà une complexité. Et c'est encore un mois. Et notre projet, il visait à accompagner la croissance annoncée de cette ville. Hein, croissance passée, mais également croissance annoncée. Et quand on parle d'accompagner la croissance, on parle aussi bien de système d'information, de changement de système d'information, que de développement de notre capacité ou de notre superficie de stockage et des moyens industriels, mécanisation, automatisation utilisés derrière. Donc j'avais, je le dis de manière très humble, j'avais une vision. Voilà, je sais à peu près où je voulais aller. J'avais un peu d'expertise, un peu de métier. A priori, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, mais on est sur des projets qui très vite sont complexes par la diversité. Vous avez vu des supply chains, mais ça veut dire également chez nous complexes par la multiplicité des interlocuteurs, la multiplicité des enjeux business, encore une fois, des flux marchands, des flux non marchands, des flux critiques quand on parle de pièces détachées, des flux alimentaires sur lesquels il y a de la promesse de vente qui est immédiate, hein, les menus y sont affichés, etc., etc. Donc vraiment des cycles de vie produits extrêmement différents. Donc un projet complexe, un projet sur lequel le facteur, vu la multiplicité des interlocuteurs, le facteur adhésion était un énorme enjeu. Il fallait réussir à porter ce message et à le vendre à l'ensemble des clients internes. Forcément des enjeux budgétaires assez conséquents et un calendrier, je crois que c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel on se rejoint à peu près la durée du projet, un sujet calendrier qui est très important. Avoir de la bande passante quand on aborde des projets comme ça, c'est un vrai enjeu. L'avoir sur 4 ans, c'en est un autre. On peut avoir la vision, l'expertise, mais il y a un business quotidien à opérer, encore une fois complexe et mouvant. Mais le projet, lui, à côté, il requiert une bande passante et il ne la requiert pas pour 6 mois. C'est une course de fond. D'où assez rapidement le besoin pour moi de me dire que j'avais besoin
d'aide et D'aide, de renfort. Exactement. Et c'est là qu'arrive Diagma. Tin, 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 tin. Petite présentation rapide de Diagma. Qui sommes-nous? Donc très rapidement, effectivement, une présentation de Diagma. On est un cabinet de conseil spécialisé en supply chain. Nous existons depuis plus de 50 ans et nous aidons nos clients à transformer leur supply chain. Ça a beaucoup de facettes pour améliorer leur performance. La performance et en particulier le service aux clients de nos clients. Spécifiquement sur l'exploitation logistique, l'entrepôt, nous intervenons très régulièrement, 15 à 20 projets par an, sous des formats qui peuvent être plus ou moins grands que ceux qu'on voit aujourd'hui avec Courir ou Disneyland Paris. Les deux projets qu'on voit ici aujourd'hui sont des projets de transformation. Donc un site existait, il était, on va dire, daté, où il devait être transformé pour accroître la capacité du site. Et donc on a accompagné nos deux clients dans cette transformation. On accompagne aussi les clients dans la conception d'un nouveau site logistique complet, de zéro. Je penserai en particulier juste un exemple. On accompagne depuis 10 ans le distributeur Action, qui est aujourd'hui le distributeur qui a la plus grosse croissance en Europe, dans la création de son réseau logistique en France et en Allemagne. Donc c'est maintenant 8 sites en exploitation et bientôt 10. Donc où il a fallu les aider dans tout le processus de conception. Et il arrive aussi qu'on intervienne sur des transformations en exploitation, sans bouger ou créer de nouveaux sites, mais juste en améliorant la situation sur place. Voilà. Et donc, on va parler justement de ces projets. Je vais repasser la parole à Yves cette fois-ci pour être un peu plus dans le concret du projet de Courir avec son organisation logistique. Tout à fait. Quel était donc ce projet qu'on a commencé à entrevoir? Qu'est-ce que vous avez réalisé avec le cabinet de conseil Diagma? Très bien. Donc, tout d'abord, pour parler du projet, quelques étapes de chronologie. Donc, le projet a commencé en 2019. Donc, pour nous, ça correspondait aussi au changement d'actionnaire. Et la question s'est posée, est-ce qu'on a les outils logistiques qui vont nous permettre d'accompagner le plan de croissance? Donc, dès 2019, s'est posé la question de construire des projections d'activité, d'une part, et puis, d'autre part, de faire un cahier des charges qui correspondait à tous nos exigences de service. Ça, c'est début 2019. Après, de juin à décembre, donc, on a réalisé l'appel d'offres. Ça veut dire, donc, on a sollicité différents acteurs. On a reçu leurs propositions, les soutenant, de façon à converger. 2020, c'est le démarrage du projet. Donc, enfin, d'ores et déjà, vous voyez qu'on a commencé en 2019 et puis le Go Live, c'est 2022. Donc, c'est un projet qui s'étale bien sur 3 ans. On rejoint effectivement ce qu'on disait il y a quelques instants. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et donc, pour reprendre les grandes étapes, donc 2020, on démarre véritablement le projet après avoir contractualisé. Donc, il y a un stream bâtiment, il y a un stream mécanisation, opération, informatique. Alors, informatique, aussi bien le prestataire que Courir. 2021, juste pour continuer à reparcourir, c'est ce qu'on appelle la MADA du bâtiment, la mise à disposition anticipée. Donc, le contractant met à disposition, pas pour exploiter, mais pour permettre l'installation de la mécanisation. Et donc, le jeu, ou les enjeux plutôt, ça va être l'articulation entre ceux qui vont finaliser le bâtiment et puis les intervenants en mécanisation. Il faut que les deux cohabitent correctement. 2022, le Go Live, suivi par le transfert des produits, puisqu'on a un site existant et un nouveau site. 2023, entre groupe même opérationnel. Et 2024, donc on commence à réfléchir sur de l'extension, parce que vous verrez qu'on n'a pas construit la totalité du potentiel du site et qu'on a réservé la possibilité de le phaser. Alors, sur toute cette timeline, nous avions des idées assez précises sur ce qu'on voulait, mais assez rapidement, on a trouvé un intérêt fort de travailler avec Diagma. Et donc, dès 2019, le cahier des charges, même si on avait une trame, donc l'assistante de Diagma nous a permis effectivement d'avoir un cahier des charges précis et qui faisait bien ressortir tous les points de service et les attentes que l'on avait vis-à-vis du prestataire. Après, pendant tout le déroulé de l'appel d'offres, vous savez, donc, il y a des prestataires qui font des remises. Donc, la comparaison, assurer la comparabilité effectivement des différentes soutenances et pour arriver effectivement à converger vers un choix final. Là aussi, donc on a trouvé effectivement une assistance. Et vous aviez combien, pardon, de prestataires qui étaient, vous aviez fait appel dans l'appel d'offres? On en a consulté, donc on a ouvert assez largement.
On a dû avoir une dizaine, effectivement, qui ont été soumissionnés au départ, et on est rasé très vite avec 3 prestataires. Voilà, c'est un truc très, 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 très classique, hein. Voilà. Et donc, lorsqu'on a effectivement bouclé l'appel d'offres, donc le démarrage du projet, alors nous, on a choisi, c'est important de revenir sur les critères, en fait. Donc, on a choisi un prestataire pour 2-3 raisons importantes, hein. D'abord, parce qu'il répondait aux aspects techniques et financiers. Important. Il répondait également à la dimension environnementale qu'on avait mise comme l'un des critères, hein. Et troisième sujet, il nous avait rassuré sur la sécurisation du démarrage, puisqu'on est toujours dans une étape critique dans laquelle il y a des risques. Et donc cet aspect de sécurisation du démarrage, en tout cas pour nous, était quelque chose de très, très sensible. Voilà, donc 2020, effectivement, donc démarrage du projet, et on se retrouve dans une situation dans laquelle il faut qu'on supervise, en tout cas qu'on joue notre rôle vis-à-vis du stream bâtiment. C'est là-dessus qu'effectivement, Diagma, avec les différents volets, nous a permis d'avoir une contrepartie éclairée vis-à-vis des acteurs du bâtiment. Même chose sur la mécanisation. En règle générale, on sait exploiter la mécanisation, mais de là, effectivement, à être vraiment des partenaires capables de challenger une voie de méca, enfin une voie d'ingénierie, il y a quand même pas mal de savoir-faire à récupérer. Et donc là aussi, effectivement, on a eu beaucoup d'interactions avec Diagma. Il y a une vraie valeur ajoutée. Autour de la mise à disposition, mais surtout du Go Live, il y a des étapes également très importantes qui sont toutes les réserves. Alors sur le bâtiment, bien sûr, mais là j'avais plutôt en tête la mécanisation, la recette de la mécanisation, le fait de faire valoir les points, de ne pas céder vis-à-vis d'un équipementier qui, lui, a bien sûr qu'une seule idée en tête, c'est de vous faire signer les PV de réception. C'est quelque chose sur lequel c'est bien d'avoir du poids et donc d'avoir des intervenants qui sont capables de dire non, c'est pas comme ça que ça se passe, avec toute l'autorité que peut conférer l'expérience. Et là aussi, effectivement, on a trouvé toute la valeur ajoutée dans le fait d'être accompagné. Et d'ailleurs, la levée des réserves, après ça, c'était un des gros enjeux, effectivement, post-Go Live. Sur cet alors, juste quelques mots, effectivement, sur l'entrepôt lui-même, peut-être, hein. Donc, c'est une plateforme européenne. Donc, on a dit que notre enjeu, c'était du développement européen. Donc, bien sûr, 16 000 m², c'est 2 cellules de 8 000. Donc, aujourd'hui, on fait des cellules quand même assez grandes. Et qui a une capacité d'extension de plus 13 000 m², donc on peut encore grandir de 75%. On fait 60 000 pièces jour aujourd'hui, on peut passer à 90 000, donc là aussi on peut avoir une capacité installée d'ores et déjà qui permet de traiter de l'accroissement. Et on traite aussi bien des flux magasins que des flux e-commerce, des flux digitaux, et on revendique d'avoir d'ailleurs une palette de services omnicanaux à peu près complet, donc on est capable d'assurer effectivement toute cette fluidité que peut rechercher un client. Alors voilà, pour le rendre un peu concret, bon, c'est une vision d'entrepôt assez classique, mais on voit bien qu'effectivement, voilà, donc il y a de la pelouse verte, effectivement, donc voilà, et qui servent également, qui servent bien sûr de réserve pour les expansions. Et d'ores et déjà, donc ce que vous remarquez, c'est que la quasi-totalité de la toiture est occupée par des panneaux photovoltaïques. Ce qui nous fait une très belle transition vers la suite, hein. Hop, donc site modulable nouvelle génération. Alors c'est un site nouvelle génération assez classique, 12 mètres de haut, mais sur lequel on a voulu qu'il s'inscrive dans une démarche environnementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gère l'eau. Donc on a la récupération de l'eau de pluie pour des usages comme les sanitaires, on a des équipements hydroéconomes, on a des sous-comptages pour détecter les fuites et puis intervenir le plus vite possible. Ça, c'est sur la gestion de l'eau. On a tout un volet énergie et climat, avec de l'isolation thermique renforcée. Un système de ventilation, parce que le picking, on verra tout à l'heure, c'est massivement en fait un système avec R+2. Et donc les gens qui travaillent sur les mezzanines en niveau élevé peuvent avoir assez chaud spontanément en plein été. Et donc là, il y a tout un système de ventilation qui a été imaginé et mis en œuvre et qui est compatible avec le système de protection incendie, ce qui, dans d'autres expériences précédentes, était un challenge. Donc, on sait faire et protéger ainsi la santé des collaborateurs.
On a des panneaux photovoltaïques installés sur le toit qui produisent une quantité, donc des mégawattheures très supérieure à la consommation interne du site. Et puis on a un éclairage alors naturel qui est déjà assez important. Et puis on a mis aussi une infogérance de l'éclairage. Hein. Donc il est performant parce que c'est des types LED et puis il est sensible à la luminosité, à la présence, etc. de façon à pouvoir optimiser. Tout ça nous a amené à une certification BREEAM. Very Good, qui est l'une des certifications, peut-être une des seules d'ailleurs, certification environnementale qui existe aujourd'hui. Et on fait du tri sélectif et recyclage des déchets, mais je dirais comme tout le monde, donc on ne va pas s'apesantir plus de ça, je suis sûr que vous avez déjà vu. Alors qui associe technologie éprouvée innovation, ça c'est un point qui est intéressant parce que ce que l'on a voulu faire, il y avait quelques idées forces quand même au départ dans la conception, c'est d'utiliser des briques éprouvées. Donc on ne voulait surtout pas faire de R&D, des choses très compliquées. Donc les briques élémentaires sont classiques. Donc on a des convoyeurs, on a des lecteurs de code barre, on a des systèmes de mini-load, enfin tout ça est très classique. Mais donc on a cherché de la créativité plus dans la façon d'utiliser les solutions, avec un focus sur les solutions e-commerce. Et puis ce que j'ai créé en bas, donc, qui est assez singulier, c'est gestion plus fluide des performances grâce à la reconfiguration quotidienne du stock. Alors une fois qu'on a digéré ça, qu'est-ce que l'on veut dire? C'est que lorsqu'on a fait des analyses, on s'est rendu compte que notre gestion ABC de l'activité est extrêmement complexe et volatile. Elle fluctue en permanence, quoi. Voilà, ça fluctuait en permanence et donc à chaque fois qu'on essayait de regarder s'il n'y avait pas des grandes tendances, on se rendait compte que les références qui tournaient fort un jour n'étaient pas celles qui tournaient fort le lendemain. Et donc ce qui a été la solution mise en place là, ce sont tout un ensemble de gares, les gares A+, qui sont reconfigurées tous les jours. Donc c'est tous les jours que l'on rejoue effectivement l'histoire des références à forte rotation. Donc il y a un algorithme qui balaie le portefeuille, qui tourne pendant la nuit, et qui va prendre les 700 plus fortes références, celles qui tournent le plus, et qui va dire que la préparation à la hauteur d'un nombre de colis complets par jour, on va dire, va se faire dans des zones qui sont efficaces, où on a donc un picking ramassé, du pick by light, donc, dans lequel les préparateurs peuvent être le plus efficaces possible. Et qui vient en complément parce que toute référence étant aussi gérée dans le picking classique ABC pour les commandes un peu unitaires. Dernier point qui était en bas, maintenance maîtrisée, je vois, sur lequel on peut faire un commentaire, c'est que, alors c'est un point clé, mais là aussi le fait de partir de briques déjà éprouvées fait que la maintenance est quand même pas mal balisée. Et donc on a été plutôt très positif sur la capacité après du site à reprendre en main la maintenance et assurer la disponibilité du système avec les deux programmes de maintenance préventive et maintenance curative. Donc une belle bête de concours. Alors belle bête de concours, c'est juste pour le visualiser un peu parce que sinon c'est quand même très abstrait. Hein. Ce qu'on voit en bas, c'est un espace de réception dans lequel on est capable de réceptionner aussi bien des colis que des palettes. Les colis donc, sont déchargés avec des convoyeurs télescopiques. On est capable de reconstituer des palettes à partir de colis si jamais le système détecte qu'on est en mesure de faire des palettes complètes. Et après quoi, la localisation, c'est à gauche des palettiers, très habituel. Au milieu, on va trouver le stockage automatique de colis, mini-load, SMC, enfin bon, quelle que soit la façon dont on l'appelle. Sur l'extrême partie droite, donc la partie qui est un peu jaune, ce sont des gares classiques de picking qui sont sur 3 étages en R+2. C'est là où je vous disais que la ventilation pouvait être un sujet important en été sur le deuxième niveau. Et puis ce que j'ai appelé A+, donc sont toutes les gares là qui sont tout le long et sur lesquelles effectivement, donc je vous dis toutes les nuits, donc on rebrasse complètement et lorsque la vague est terminée, il ne reste plus rien de cette zone-là qui est prête pour la prochaine vague de RAPRO. Le e-com est complètement mélangé, c'est-à-dire qu'on part d'une vague de ramasse de commandes e-commerce, dont toutes les X heures, on ramasse les commandes e-commerce qui sont un peu traitées comme des commandes magasins et qui vont ressortir en haut, donc triés en deux. Donc on a les commandes mono-articles, les plus fréquentes, hein, donc 90%, plus de 90% de nos commandes sont mono-articles,
facile à traiter, on verra juste après. Et puis après ça, on a quelques commandes multi-articles qu'il faut également savoir traiter. Et donc, à l'issue donc, de cette ramasse, on arrive tout en haut sur le point e-com, mais qui est extrêmement focusé parce que c'est simple. Quand on a de la commande mono-article, l'opérateur a un carton qui arrive devant lui, qui est déjà avec une étiquette, avec un numéro de carton. Il prend un produit, il le scanne, il voit que c'est pour monsieur, madame, un tel, il le met dedans, pouf, ça part. Après ça, il y a une machine de pose de coiffe, il y a une étiqueteuse automatique, et on arrive directement en bas sur la partie dispatch B2C. Donc quelque chose de très ramassé, très efficace sur la partie e-commerce. Voilà, présentation très rapide, mais ça permet quand même de visualiser un tout petit peu. Et on voit déjà que c'est pas mal complexe. Et donc, on voit déjà que ce soit, enfin, en tout cas, la réalisation finale, effectivement, multiplie quand même les modes de préparation et une certaine complexité. Mais juste un commentaire, et c'est très important quand on fait un projet de mécanisation entrepôt, il faut que le plan soit facile à lire. Si on n'arrive pas très rapidement à lire le plan, il y a un truc qui cloche. On peut mieux travailler. Eh bien, on va changer d'univers. Et Eric, si vous voulez bien nous exposer un peu la manière dont le projet pour Disneyland Paris s'est déroulé. Enfin, déjà, quel était-il? Quelle était la nature de ce projet? Et puis, comment ça s'est déroulé? Et comment Diagma a pu vous aider dans cette élaboration? Quand l'histoire a commencé, en fait, j'avais la vision, et je vais revenir dessus, mais je ne savais pas ce que serait le projet. C'est bien de poser la question. Voilà, la vision, c'était reprendre le contrôle sur la situation, reprendre le contrôle sur les éléments, et pas juste subir, année après année, des contraintes de stockage et de distribution qui, en fait, ne vont que s'amplifier et croître. Je l'ai dit, à l'échelle d'une ville, des supply chains, des clients multiples. Donc le point de départ sur un projet comme ça, le point critique, c'est la data, la qualité de la data, donc la valeur de la data. Être capable de définir le point zéro, être capable de le projeter sur 10 ans et du coup d'en tirer des conclusions, des scénarios, etc. Et là, je parlais d'expertise et de vision, j'étais un peu seul. Le core business d'une entreprise qui n'est pas un 3PL ou qui n'est pas un distributeur, c'est pas de faire de la logistique. Donc j'ai mes équipes, mais à l'échelle de l'entreprise, le gros des forces n'est pas tourné pour faire de la logistique et accompagner des projets de logistique. La force de frappe, elle est là pour accompagner des clients, contribuer à une expérience magique, etc. Mais certainement pas de faire de la logistique. Donc, point de départ essentiel d'un projet de cette taille-là, je dis de cette taille-là, mais en fait de tous les projets, quelle que soit la taille, c'est vraiment la data, ce que j'appelle data pack. Les étapes, les challenges, la valeur ajoutée de l'accompagnement de Diagma, c'est comme ça qu'on peut décomposer un projet de cette taille-là. Il nous faut des datas, il faut aller voir des clients internes, multiples, en leur posant la question de c'est quoi l'évolution de ton business dans les 10 prochaines années. Et là, on a des réponses plus ou moins qualitatives et variées. Tout le monde n'a pas la capacité et n'a pas la maturité d'aller projeter son organisation dans 10 ans. Il faut avoir l'accompagnement qui va bien pour qualifier cette donnée. Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle a un sens par rapport, et c'est là aussi que l'accompagnement était très important pour moi, est-ce qu'elle a un sens par rapport à des références métiers et des références marchés que je n'ai pas en interne? En interne, j'ai mes propres références, mais pour autant, est-ce que des ratios chiffre d'affaires, références, est-ce que des ratios croissance de chiffres, croissance du nombre de SKU sont cohérentes par rapport au vécu d'un consultant ou d'une société de consulting? Est-ce que les volumes produits sont cohérents par rapport à des bases? On parle de chaussures, est-ce que ça va être, sans qu'on me dise que ce sont les données de courir, mais est-ce que les données volumétriques paraissent cohérentes avec des distributeurs de chaussures, idem sur l'alimentaire, idem sur la pièce détachée, etc., etc. On a passé beaucoup de temps sur cette étape-là, et elle est critique. C'est vraiment le jalon numéro 1, et c'est ce qui va permettre d'alimenter 100% des scénarios. C'est l'étape d'après, les scénarios. Donc il fallait créer un point zéro, et un point zéro qui alimente
différentes hypothèses. On a dû travailler 6 hypothèses différentes. Un entrepôt, 2 entrepôts, mécanisés, plus ou moins mécanisés, automatisés, pas automatisés, in-sourcés, outsourcés. Peut-être pour préciser la situation de départ de Disneyland Paris, historiquement, quand le parc a été créé, il y a un entrepôt qui avait la totalité des métiers présentés par Eric tout à l'heure dans le même bâtiment, comme on dit backstage, donc vous ne l'avez jamais vu, mais il est juste derrière le parc. Simplement, évidemment, avec la croissance du parc, comme disait Eric, l'entrepôt était devenu beaucoup trop petit. Et donc, de manière purement opportuniste, l'équipe d'Eric avait sorti des flux où on pouvait. On s'est retrouvé avec des flux de décors qui étaient stockés à Évry, à plus de 35 km, et à chaque fois qu'il fallait les trimballer, c'était des transports exceptionnels, etc. Et donc la première analyse, ça a été de dire finalement, qu'est-ce qui est le plus logique, le plus pertinent d'extraire du parc. Puisqu'un autre point important, c'est que Disneyland Paris a choisi de ne pas agrandir la fonction logistique au sein même, les surfaces de la fonction logistique au sein même du parc, pour réserver cette surface pour des métiers, il faut être direct, à plus forte valeur ajoutée, que sont les manèges, l'hôtellerie, la restauration, l'accueil, l'expérience client. Donc on a dit, OK, qu'est-ce qu'on sort? Et c'est grâce aux données nettoyées qu'on a pu prendre cette décision éclairée. Ça a été le travail des scénarios. Donc 6 scénarios différents qui derrière, là, ont pu commencer à alimenter la vraie dynamique projet au sens où on l'entend traditionnellement, chiffré, être capable du coup de se faire l'avocat de différentes hypothèses pour aller obtenir les validations internes. Il y a aussi un sujet qui était intéressant, encore une fois, quand vous êtes et j'insiste là-dessus, quand vous n'êtes pas prestataire logistique, ou vous n'avez pas, encore une fois, un core business qui tourne autour de la distribution ou de la logistique, c'est l'acculturation des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en interface. Vous parlez robotisation, mécanisation, investissement, etc. Mais en fait, ça ne leur parle pas. Ils n'ont que le prisme de choses ou de reportages qu'ils ont pu voir à la télé pour quelqu'un faisant du B2C, etc. Mais il n'y a pas d'image sur les mots. Donc on a investi aussi du temps sur cette étape d'acculturation, sur le fait de monter des événements en interne pour aller présenter de manière assez large les différentes solutions techniques existant sur le marché. Donc un gros investissement sur l'acculturation. Et puis après, une fois qu'on a un sign-off, une fois que les validations sont faites, là du coup on part, c'est ce que Yves disait, sur toute cette dynamique de cahier des charges, d'appel d'offres, de contractualisation sur lequel, encore une fois, on n'a pas nécessairement les références métiers, parce que c'est pas l'autre. On sait négocier plein de contrats, mais pas forcément des contrats d'achat de solutions mécanisées et automatisées, avec toutes les conditions de recettes qu'il y a derrière, avec donc des scripts de recettes qui sont à écrire, etc., etc. Donc là, une vraie expertise qui va après sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de manière fonctionnelle, en interaction avec des gens qui font du bâtiment, avec des éditeurs de logiciels, avec des partenaires immobiliers aux US. Donc on est sur un projet qui est complexe en nombre d'acteurs, cahier de recettes, et on est là sur un projet donc, qui nous emmène de fin 2019 à aujourd'hui. Le projet n'est pas livré, on est dans la dernière ligne droite et on va finir à peu près du coup sur le même calendrier. C'est un projet de 4 ans. Il est opérationnel dans quelques mois, très peu de mois. Donc Léandre, on a vu que c'était quand même des projets tous les deux complexes, mais avec des différences et des ressemblances, et surtout des points de vigilance. Voilà, pour décoder après les présentations de Yves et d'Eric, à la fois des similitudes importantes entre ces deux projets. Dans les deux cas, on est sur et ça a été souhaité dans les deux cas. Pour Disney, par évidence, le site futur devait rester le plus près possible du parc. Dans le cas de Courir Plus, pour un choix de continuité par rapport à l'exploitation antérieure. Donc un transfert à proximité. Ouais. Pardon, Léandre, ce groupe. Moi j'ai vraiment de la chance par rapport à Yves, c'est que moi, le barycentre de mon activité, il n'évolue pas. Lui, où sont les magasins dans 10 ans? Il a des fois un peu de mal à le projeter. Moi, pour le coup, j'ai un avenir à peu près certain de ce côté-là. Voilà. Donc un transfert relativement simple, à faible distance.
une mécanisation, alors qui est quand même plus importante chez Courir que chez Disneyland Paris, mais voilà, une transformation, c'est-à-dire des opérateurs, des collaborateurs du prestataire pour Courir ou en propre, mais qui vont découvrir un nouvel outil. Et ce n'est pas une transformation aussi simple que ça. On ne s'improvise pas opérateur d'un site mécanisé, même simple et bien conçu. Donc ça bouge. Et puis, un gros volet dans les deux cas, transformation du système d'information. Alors, Yves l'a dit, tu couvres aussi le système d'information, donc tu avais dans ta poche la capacité à aussi pousser ça. Les leviers. Pour Eric, il a fallu s'appuyer sur les équipes informatiques de Disney Company et de Disneyland Paris. Mais un volet, donc point d'attention important sur le système d'information, être sûr que c'est qu'on a bien embarqué les équipes, et c'est associé à la ligne précédente. Quand on mécanise, on transforme aussi le système d'information. Après, des différences, on a dit, Courir, il y a un prestataire logistique, c'est ID Logistics, qui accompagne. Donc c'est aussi l'incorporer dans la gouvernance, être sûr qu'il est bien aligné sur les objectifs ultimes du projet. Dans le cas de Courir, on a vraiment une mécanisation structurante pour la totalité de l'activité, à comparer avec, du côté de Disneyland Paris, un site exploité en propre et avec une mécanisation plus simple et qui ne couvre qu'à peu près 20% de l'activité, les 80% restants étant sur les mêmes principes qu'actuellement. Des bâtiments différents, hein. Dans le cas de Courir, un bâtiment neuf, il a fallu aussi travailler avec le contracteur général qui construisait et avec l'investisseur. Et aujourd'hui, on va étendre le bâtiment, on relance cette démarche. Dans le cas de Disneyland Paris, c'était plus simple parce que de toute manière, il fallait partir sur un bâtiment existant compte tenu du calendrier du projet et compte tenu de la très faible disponibilité d'outils logistiques à proximité immédiate du parc. Il n'était pas question d'aller mettre la logistique de Disney même au nord de Roissy. Ça aurait été beaucoup trop coûteux en termes de surcoût kilométrique. Et puis un autre point, et non des moindres, sur la gouvernance. Deux gouvernances très différentes. Dans le cas de Courir, on a une gouvernance vraiment locale, c'est-à-dire toute l'équipe de Courir est entre Paris, Grenoble et Châteauroux. Donc les réunions sont faciles à activer avec Yves, avec Pierre Chambaudry, le directeur général de Courir. On se voit très régulièrement, on fait le point, on avance, ça boucle vite. Avec Disney, c'est une société mondiale, avec des centres de décision aux États-Unis. Il faut savoir que le projet de Disneyland Paris, c'est le premier site logistique de Disney avec de la mécanisation, dans les sites exploités en propre. Hein. Je ne parle pas de sites sous-traités, sites exploités en propre. Donc on était pas mal regardé. Et il y a quand même une gouvernance assez complexe, puisqu'on a des réunions tous les 15 jours avec New York pour valider chaque étape. Robotisation, hein, pas mécanisation, il y en a ailleurs. D'accord, robotisation. Voilà. Mais donc une gouvernance qui a été beaucoup plus complexe à gérer, mais avec une forte valeur ajoutée. Donc ce n'est pas du tout inutile d'avoir intégré ça. Voilà, donc encore une fois, des choses très proches et puis des choses assez différentes, mais qu'on a pu collectivement, avec les deux équipes, maîtriser. Donc un accompagnement personnalisé de Diagma. Pour justement reprendre un peu les termes du sujet qu'on traite aujourd'hui, en quoi est-ce que vous considérez que votre projet est réussi, Yves? Alors, avec le micro, ça va aller beaucoup mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Donc, sur cet aspect-là, on a voulu faire ressortir trois critères, hein, trois dimensions. Le premier, c'est le contrôle du projet, donc en coût et en délai, hein, pour lesquels il y a un point essentiel qui a été autour de la coordination, donc la gestion de projet, la capacité à contrôler. Donc en interne, on avait les directions métiers qui étaient bien sûr complètement mobilisées, les fournisseurs, parce que comme on augmente effectivement la densité de mécanisation, ça veut dire que ça va peser également sur les attentes, sur les spécifications que l'on demande aux fournisseurs. Et puis la direction informatique, donc même si Léandre dit que j'avais des facilités, il y avait quand même une coordination. Donc ça, c'est l'interne. J'associe les fournisseurs à l'interne, mais également, bien sûr, le bâtiment, la mécanisation, le prestataire logistique sur lequel on s'est appuyé sur les expertises. Et c'est d'autant plus important que, en fait, dans tous les projets, on a toujours effectivement une part d'inattendu, de surprise. Donc, nous, en l'occurrence, juste pour illustrer, il se trouve qu'en 2022, quand on était en plein transfert de produits entre l'ancien site et le nouveau site, il y a eu quelque chose en France qui s'appelait des orages de grêle, avec des grêlons qui étaient gros, alors comme vous voulez, soit comme des poings, soit comme des balles de tennis. Mais en une journée, on a eu 5000 m² de la toiture de l'ancien entrepôt
qui a été parti en fumée, enfin explosé complètement. Ça veut dire que du jour au lendemain, le site est devenu inexploitable, donc on avait interdiction d'exploiter. Et donc on est passé de gestion de projet à gestion de crise, et des intervenants qui n'étaient pas du tout des exploitants, mais qui étaient équipés de toutes sortes d'équipements de sécurité, qui ont exfiltré les produits vers une zone tampon pour regarder comment on pouvait les injecter sur le nouveau site. Donc voilà, on a toujours de l'inattendu, donc celui-là était peut-être particulièrement caricatural ou marquant, mais il y aura toujours des doses, aussi bien dans la partie méca que dans la partie informatique. Donc le contrôle, pour nous, était un sujet. On est content d'y être arrivé. Le démarrage, alors pour nous, c'est le deuxième point important. Donc nous, effectivement, on s'est trouvé dès le premier jour à parvenir à traiter l'activité. Et c'est clair que pour assurer ça, on avait d'emblée prévu, organisé des moyens additionnels. Alors des opérationnels, des opérateurs dans un premier temps. Donc on n'est clairement pas au niveau des productivités attendues le premier jour. Donc il y a tout ce qui... Et puis surtout, effectivement, autour de ça, il y avait un hypercare, donc présent des équipes projets, donc Courir, Diagma, présent des équipes projets du prestataire, présent des équipes projets du mécanicien, et cela pendant suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'effectivement, il puisse avoir un passage de témoins progressif au fil des semaines auprès de l'exploitant. Donc cette notion d'hypercare est pour nous assez fondamentale. Et puis donc il y a derrière ça tout le sujet de montée en charge. Toujours effectivement, alors là aussi on a bénéficié des expertises de Diagma, mais la finalisation des sujets résiduels, c'est important de les clôturer. Donc au moment où on prononce le Go Live, on prononce toujours probablement le Go Live avec des réserves, mais c'est important de ne pas les traîner trop longtemps et de savoir mettre l'accent suffisant pour faire que les acteurs arrivent à en sortir, ce qui est parfois assez compliqué. Mais finalisation des sujets résiduels, l'alignement des fournisseurs sur les attendus. Donc on avait fait un gros travail avec eux pour que les colis dans lesquels ils nous livraient soient mécanisables. Dans la réalité post-démarrage, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un peu de travail. Et donc, on a beaucoup travaillé effectivement là-dessus. Et monté en expertise de l'exploitant. Donc, effectivement, il a progressé. On a parlé de toute la partie maintenance, dans laquelle aujourd'hui, on a une assez bonne disponibilité de l'installation. Et d'ailleurs, notre prestataire est tellement content du projet qu'il a décrété que c'était un site vitrine dans son panel de sites. Donc voilà, donc on peut considérer qu'effectivement, l'ensemble des acteurs trouve que le projet a été plutôt réussi. Merci Yves. Même question pour vous, Eric. Même si effectivement vous n'êtes pas au même niveau d'avancement du projet, en quoi le vôtre a été réussi également? C'est Noël. Voilà. Ça ressemble à ça un projet. On y va pas, ça va bien, ça va plus. Donc l'avant, pendant, l'après. L'avant, c'est ça y est. On a signé, on y va, tout le monde est d'accord, les planètes sont alignées, on a trouvé les financements, les budgets. Bref. Ça, c'est une énorme étape. Elle concrétise beaucoup d'énergie. Le pendant, c'est le respect du rétro-planning, parce que ça, encore une fois, c'est des projets longs, ça peut vite déraper. Il y a beaucoup d'acteurs. Dès qu'on mêle les systèmes d'information, ce sont des interactions qui sont complexes. Bien entendu, le respect du budget, ça va de soi. Et puis l'après, je reviendrai sur le dernier point après, mais l'après, ce sera ce qu'a dit Yves, c'est la conformité de la performance. Et puis c'est le coût du run, parce qu'on a simulé et anticipé un certain nombre de charges de fonctionnement. Mais des systèmes complexes, il faut les entretenir, il faut les maintenir, etc. Je reviens sur la confiance. Projet long, sur des projets qui durent 4 ans, qui mettent autour de la table beaucoup d'acteurs se réclamant tous ou dépositaires tous d'une expertise particulière, informatique, technique, bâtiment, etc. On met tous les ingrédients du conflit par design. Il y a du conflit d'intérêts à tous les étages. Et il est hyper important pendant ces longs mois, ces années, de préserver la qualité de la relation entre tout le monde. D'accord ? Et là aussi, Diagma a été pour moi un super acteur
il faut savoir se dire les choses. Il ne faut pas cacher la poussière sous le tapis. On est sûr qu'on va dans le mur. Il faut être capable de parler de manière sincère, des fois parler euros, des fois parler charge de travail, des fois parler disponibilité, des fois parler qualité des intervenants, des fois, etc. Mais si les sujets qui fâchent ne sont pas abordés en ayant le souci de préserver l'objectif recherché à terme, on est sur des projets qui deviennent encore plus complexes et difficiles à vivre. Moi, je vis très très bien mon projet. Voilà, vraiment. Ça, c'est un gage de réussite. Donc, Léandre, quels sont les points de vigilance auxquels il faut vraiment faire attention et c'est quoi un projet réussi, selon toi? En 2 mots pour finir, un projet réussi, un projet de transformation logistique comme d'autres d'ailleurs, c'est assez simple finalement. C'est un calendrier, un budget respecté, de la conception jusqu'au démarrage. Et on fait extrêmement attention chez Diagma à être réaliste dans toutes les étapes, à ne jamais vendre du rêve, mais à garantir à notre client qu'il atteindra l'ambition qu'il s'est fixée. C'est mettre en place et suivre tout au long du projet, Eric vient d'en parler, une gouvernance qui résout les problèmes. Il y aura toujours des problèmes qui vont surgir, plus ou moins importants, plus ou moins difficiles ou rapides à résoudre. Mais il faut garder cette orientation. Évidemment, c'est une performance opérationnelle qui doit être atteinte à l'issue de la montée en charge. Dans le cas de Courir, on a eu quelques gags au moment de la montée en charge. Par exemple, il y a un des mâts du mini-load qui a pété alors qu'on était 3 mois après le go-live, en pleine montée en charge. Bon, bah, évidemment, le fournisseur n'avait pas la pièce. Il a fallu aller chercher à l'autre bout du monde, puisque c'était en 2022, au moment où les supply chains mondiales étaient vraiment perturbées. Mais on a trouvé des solutions et on s'en est sorti, quoi, tout simplement, hein, positivement. Voilà. Et la condition, finalement, pour cette réussite, c'est d'être sûr que les expertises sont disponibles. Disponibles chez l'opérateur final, chez Courir, chez Disneyland Paris, chez Diagma, ou tout simplement sur le marché. On a été chercher, dans les 2 cas, des expertises précises sur tel point de bâtiment, sur tel point de processus, sur tel ou tel sujet. L'important, c'est d'être capable de l'amener au projet rapidement et de manière maîtrisée. Voilà rapidement comment on peut décrire un projet de transformation logistique réussi. Voilà, donc on n'a pas fait très rapide, mais on a fait très passionné. Je pense que vous aurez apprécié un peu les détails et puis justement toute la vie des projets. Je crois que c'est avant tout ça, c'est d'être capable d'accompagner des équipes qui sont, comme l'a dit Eric, pluridisciplinaires. Et puis effectivement de faire en sorte que tout ce petit monde travaille en harmonie et dans le respect des objectifs à atteindre. Donc voilà, j'espère qu'on vous aura éclairé. Peut-être un petit peu compliqué compte tenu du temps imparti de vous laisser du temps pour les questions. Bon, voilà. Donc écoutez, merci beaucoup. Si vous voulez, on peut, en dehors de la captation, répondre aux questions que vous pourrez nous poser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre attention. Merci à tous.